Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un univers qui peut sembler aussi chaotique qu'imprévisible. Salut, et ouais, un univers qui fascine autant qu'il terrifie, on va se le dire. Exactement. L'adolescence. Et plus particulièrement, on va se pencher sur le désarroi absolu, cette espèce de vertige qui frappe les parents quand leur enfant commence à perdre pied. Quand il dérape complètement. C'est un sujet d'une intensité remarquable, Ouais, souvent entouré de beaucoup de tabous d'ailleurs. c'est clair. Pour aborder ça avec toute la nuance que ça mérite, notre analyse d'aujourd'hui s'appuie sur un ouvrage profondément humain. Ça s'intitule Quand mon ado dérape, Un livre très instructif, rédigé par Valérie Guibaud, avec la collaboration de la psychologue Kayla Rodrigue, Hmm. oui, et ça s'ouvre sur une préface extrêmement vulnérable de l'animateur Joselito Michaud. Une préface qui donne le ton, vraiment. Absolument. Alors la mission de notre plongée au cœur de ces sources aujourd'hui, c'est de dépasser le simple stade des symptômes. Voilà, et il ne s'agit pas de lister des diagnostics froids. Non, ni de faire la morale. L'objectif, c'est de comprendre la mécanique interne, souvent invisible, du cerveau adolescent. Extraire des outils concrets. C'est ça, des outils pour aider quiconque doit survivre à cette tempête familiale. Et surtout, on veut faire éclater ce mur de silence et cette culpabilité parentale qui pèse un poids inimaginable. Cette notion d'isolement, elle est centrale. La souffrance d'une famille en crise s'accompagne presque toujours d'une honte qui coupe littéralement les parents du reste du monde. Bon, décortiquons un peu tout ça. Les sources posent des fondations très solides, en commençant par l'histoire personnelle de l'autrice, Valérie. C'est un récit qui prend aux tripes. Vraiment, Valérie est issue d'une jeunesse traumatisante. Après la séparation de ses parents, elle se retrouve sous la coupe d'un beau-père abusif. Un homme extrêmement contrôlant. Ouais, un homme qui utilise la moindre vulnérabilité pour détruire son estime d'elle-même. Et le point de rupture décrit dans le livre, il est juste glaçant. À la scène de l'hiver, oui. Un soir d'hiver, à la suite d'un simple appel de l'école, ce beau-père entre dans une rage folle. Il la met littéralement à la porte, dans la neige. En pleine nuit. Elle a tout juste le temps d'enfiler ses pantoufles avant de fuir vers une cabine téléphonique pour appeler sa tante. Et cet événement traumatique, il forge une résolution de fer chez elle. Elle se promet de devenir l'antithèse absolue de ce qu'elle a vécu. La perfection parentale. Exactement. Elle vise la perfection. Elle planifie sa grossesse avec une rigueur, on pourrait dire, militaire. Elle traverse 4 inséminations artificielles C'est énorme. pour finalement donner naissance à son fils Émile. Elle lui offre un environnement ultra sécurisant, rempli d'amour, de stabilité, le terreau parfait, en théorie. En théorie, ouais. Et pourtant, à l'adolescence, Émile, qui a reçu un diagnostic de TDA et d'anxiété, il commence à déraper sévèrement. Ça commence souvent par des détails. Des mauvaises fréquentations, des mensonges qui s'accumulent, Du vapotage. jusqu'à un incident terrifiant, l'incident de la voiture. Une scène digne d'un film de suspense. Un soir de décembre, Valérie confronte Émile dans la voiture au sujet d'une importante somme d'argent qui a disparu. Et là, c'est la perte de contrôle totale. L'adolescent se sent acculé au pied du mur. Il ouvre subitement la portière et s'enfuit en courant vers une rivière. Intervient le programme Café. Oui, crise ado, famille, enfance. Grâce à l'intervention in extremis de la police et d'une travailleuse sociale de ce programme d'urgence, ils évitent le pire cette nuit-là. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la destruction du mythe de la parentalité parfaite. Complètement. Joselito Michaud, dans sa préface, l'analyse avec beaucoup de lucidité. Il raconte qu'au moment où on lui a demandé de préfacer cet ouvrage, tous les souvenirs douloureux de l'adolescence de son propre fils sont remontés, Des souvenirs qu'il croyait avoir enfouis. violemment remontés à la surface. Il met des mots sur une honte indicible. Parce que dans notre société, la réussite d'un enfant est souvent perçue comme le baromètre ultime de la valeur d'un parent. C'est très vrai. Et quand la crise éclate, l'illusion du contrôle vole en éclats. Le parent se retrouve seul avec cette question obsédante: qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et cette perte de contrôle vertigineuse, on la retrouve dans toutes les histoires de l'ouvrage. L'ampleur du phénomène laisse sans voix. On peut penser à l'histoire de Julie et de son fils Christophe. Oui, Christophe qui enchaîne les thérapies sans succès et finit par vivre dans la rue. Une situation tellement désespérée. Sa mère garde ses vêtements chez elle pour éviter qu'il ne se les fasse voler dans la rue. Et puis il y a Benoît. Ah, le cas d'aliénation parentale. Après une séparation très houleuse, il en arrive à ne plus voir ses 3 enfants du tout. Leur chambre reste intacte dans sa maison. Figés dans le temps, comme des musées,
dédié à une vie de famille disparue. C'est d'une tristesse infinie. Ces récits démontrent que le chaos, il discrimine pas. Peu importe le milieu socio-économique, peu importe les efforts colossaux déployés par les parents. L'imprévisibilité de l'adolescence peut bousculer n'importe quelle dynamique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le virage analytique du livre. Voilà. Face à ces crises, le premier réflexe de notre société, c'est de s'accrocher à des diagnostics cliniques classiques. On cherche une étiquette rassurante. TDAH, trouble de l'opposition. Troubles anxieux généralisés. Mais les sources démontrent que ces étiquettes, c'est que la pointe de l'iceberg. Ça décrit le quoi, mais rarement le pourquoi. Pour aller plus loin, l'ouvrage met en lumière l'approche holistique de la psychologue Kayla Rodrigue, l'approche croître. Et fait intéressant, elle a pris la décision de quitter l'ordre des psychologues. Une décision audacieuse. Son but, c'était de s'affranchir des cadres rigides pour intégrer librement plusieurs disciplines. Analyser les comportements non pas comme des maladies à éradiquer, mais à travers le prisme de ce qu'elle appelle les 3 cerveaux. Prenons le temps de bien définir cette mécanique. Vas-y, le premier centre, c'est le cerveau-tête. Le cerveau-tête fait référence à la neurologie pure. Comprendre comment les régions cérébrales se sont développées et connectées. Et ce, dès le stade intra-utérin. Exact. Un développement atypique peut créer une prédisposition physiologique à l'impulsivité. Le comportement a donc une source mécanique. Ensuite, il y a le cerveau-cœur. L'attachement, la régulation des émotions. L'ouvrage mentionne la cohérence cardiaque. Mais concrètement, au niveau physiologique, c'est quoi? C'est un état d'équilibre. Le cœur possède son propre système nerveux. Par des techniques de respiration, on synchronise le rythme cardiaque, ce qui envoie un signal de sécurité au cerveau-tête. Les fameux champs électromagnétiques. Voilà, le cœur communique avec le corps et influence notre réactivité face au stress. Et le troisième, peut-être le plus surprenant, le cerveau-ventre, le microbiote. La connexion intestin-cerveau. Comment des bactéries dans nos intestins peuvent pousser un ado à faire une crise d'opposition? Eh bien, le microbiote intestinal produit une quantité phénoménale de neurotransmetteurs. Une grande majorité de la sérotonine, l'hormone de l'humeur, est fabriquée dans l'intestin. Ah ouais? Un déséquilibre de cette flore par une mauvaise alimentation ou du stress, ça peut générer une anxiété sévère. Le cerveau-ventre envoie des signaux de détresse au cerveau-tête. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus, car c'est vital pour quiconque éduque un jeune. Une crise monumentale ne vient pas forcément d'une mauvaise éducation. Parfois, c'est de la biologie pure. Mais on peut se demander si tout est expliqué par la neurologie ou les bactéries. Est-ce qu'on déresponsabilise l'adolescent? C'est une nuance fondamentale. La biologie offre une carte routière, mais elle n'excuse pas tout. L'objectif, c'est d'avoir des leviers d'action. Et c'est là qu'intervient l'épigénétique. L'environnement qui modifie l'expression des gènes? C'est exactement ça. L'environnement familial, l'alimentation, le sommeil, ce sont des interrupteurs. Ils allument ou éteignent l'expression de certains gènes. Rien n'est une fatalité. C'est profondément déculpabilisant. Mais alors, au-delà de la biologie, que se passe-t-il spécifiquement dans la tête d'un ado pour qu'il s'oppose à tout? Cet égocentrisme constant. Si on relie cela à une perspective plus globale, l'ouvrage s'appuie sur Gordon Neufeld et Daniel Siegel. Neufeld parle de la contre-volonté, Le mécanisme évolutif? comme la crise des 2 ans. L'adolescent repousse la volonté extérieure pour protéger sa propre identité encore fragile. Ce n'est pas de la méchanceté. Et le livre prévient même que si on saute cette étape, si on est trop sage, c'est la crise de la quarantaine garantie plus tard. Parce que l'individu n'aura jamais défini qui il est. C'est presque rassurant de voir un ado claquer une porte, finalement. C'est un développement bruyant. Daniel Siegel, lui, explique ça par l'immaturité structurelle du cerveau. Le cerveau du haut contre le cerveau du bas. Le cortex préfrontal. La raison, la logique. Et le cerveau du bas, le système limbique, la survie. Or, le cerveau du haut ne mature que vers 24 ou 25 ans. D'où les assurances auto plus chères. Et exactement. En situation de stress, l'ado déconnecte la raison et tombe dans le cerveau du bas. Il réagit en mode survie. Et ça amène le concept des zones de couleur. Outil redoutable pour les parents. La zone verte, c'est le fonctionnement optimal. Calme, apprentissage possible. Mais sous pression, c'est la zone rouge. Combat ou fuite, la crise. Ou la zone bleue, le figement. Et la règle d'or, c'est qu'aucun apprentissage n'est possible en zone rouge ou bleue. Les histoires du livre l'illustrent bien. Prenons l'histoire de Laurie, la nièce d'Éric. Une quête désespérée de repères. Oui, sans père, manquant d'ancrage. Le récit rapporte de manière très factuelle, et c'est important de le souligner, impartiellement, qu'à 14 ans, elle a croisé la route d'un homme prônant une idéologie masculiniste stricte. Elle a adhéré à ce dogme de la femme soumise ? Pourquoi ?
Parce que trouver quelqu'un qui dictait les règles l'a soulagée du fardeau de se structurer elle-même. Un besoin de sécurité comblé par une structure extérieure. À l'autre bout, on a des réactions qui semblent absurdes, comme Manuel. Première fugue à 14 ans, il saute par la fenêtre. Et la raison? Sa mère venait de lui interdire de se teindre les cheveux. Vu de l'extérieur, on respire, c'est juste une couleur. Mais dans sa réalité neurologique, c'est vécu comme une attaque directe contre son identité en formation, une menace de survie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Comment on passe de ce chaos à un adulte fonctionnel? Le processus de maturation émotionnelle, et il n'est pas automatique. Il s'articule autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'émergence. La curiosité, assumer ses pensées? Voilà. Le deuxième, c'est l'adaptation. Apprendre de ses erreurs, la résilience. Mais avec la parentalité hélicoptère d'aujourd'hui, on déblaye tous les obstacles. Est-ce qu'on bloque cette étape? C'est un risque majeur. Sans vivre la frustration de l'échec, l'ado développe une intolérance aux limites. Et s'effondre à la moindre difficulté. Et le troisième pilier, l'intégration. L'élément clé, l'ambivalence interne, faire cohabiter 2 sentiments opposés. Je suis en colère contre ce prof, mais si je l'insulte, je serai expulsé. Le frein à main de l'impulsivité. Exactement. Sans ça, la pensée est tout noire ou tout blanche. Et l'histoire de Gustave, le petit-fils de Johanne, en est la preuve triste. Retiré à sa mère bipolaire, diagnostiqué avec dyspraxie sévère. Et au secondaire, un prof à bout déclare qu'il ne sera jamais scolarisé normalement. Gustave n'avait pas cette intégration. Son cerveau du bas a pris le contrôle. Il voit rouge, menace publiquement le prof de mort. Conséquence, expulsion et centre jeunesse. La tragédie d'un système en mode survie. Alors pour survivre, quelles sont les solutions? L'ouvrage offre une belle métaphore. On ne contrôle pas un arbre, on cultive son sol. Cela soulève une question importante sur l'approche. La méthode salvatrice, c'est connexion avant redirection. Valider l'émotion d'abord. Inutile de faire la morale en zone rouge. C'est comme parler une langue étrangère à quelqu'un qui se noie. Valider l'émotion, ça ne veut pas dire approuver de frapper dans un mur. Non, c'est reconnaître l'expérience interne, dire « je vois que tu es en colère », se connecter à la détresse. Et une fois en zone verte, on redirige le comportement. Mais ça exige que le parent évolue. Kim John-Payne théorise ça. Le rôle évolutif. Le gouverneur de 2 à 9 ans, qui fixe les limites, Le jardinier de 9 à 13 ans, qui cultive. et le guide, 13 ans et plus. Conseiller sans diriger. L'illusion du contrôle doit disparaître. Accepter de lâcher le volant, c'est terrifiant. Mais maintenir la relation fait des miracles. L'histoire de Raphaël, Très sombre, mais lumineuse à la fin. elle s'automutilait avec des trombones et des pinces à cheveux. Sa mère, Isabelle, n'a pas lâché. Une thérapie pour l'entourage, un répit avec la garde partagée. La ténacité de la mère a sauvé la connexion. Et Rosalie, ancienne escorte, consommatrice de drogue. Sa mère, Josée, la met à la porte. Et la maternité inattendue la transforme miraculeusement. Elle arrête tout, devient une mère dévouée. La plasticité du cerveau est incroyable. C'est la preuve que rien n'est figé. Pour résumer cette plongée au cœur des sources, la parentalité, c'est pas une science exacte. Les parents ne doivent pas porter seuls le poids des choix de leurs ados. Ils peuvent juste cultiver un terreau solide. Mais on peut amener une réflexion inédite pour clore. Les sources montrent comment les traumas façonnent le dérapage. Oui, Mais si on inversait la perspective? Et si le dérapage de l'ado était l'élément déclencheur, le choc sismique nécessaire pour forcer les parents à affronter et guérir leur propre traumatisme d'enfance? c'est une pensée fascinante, le chaos de l'ado pour briser le cycle des traumatismes transgénérationnels. Comme Nadine avec son lourd passé, ou Marie-Josée face à la codépendance? Exactement. Le dérapage devient la seule opportunité pour la famille de guérir enfin. Une réflexion puissante pour quiconque s'intéresse à ces dynamiques. Une façon très différente de voir la crise. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie, en espérant que ça apporte des outils et de l'espoir. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.